Bonjour à tous, bonjour à toutes celles et ceux qui ont choisi de suivre ce webinaire aujourd'hui, ce webinaire organisé donc par Qualy Africa Perspective. Webinaire que je vais présenter dans un instant. Je voudrais juste d'emblée dire qu'effectivement nous allons avoir des interventions de 4 panélistes qui auront un temps limité, chacun pour s'exprimer, pour vraiment laisser la place à la fin de ces interventions aux échanges, puisque ce qui importe pour nous dans ces webinaires, c'est à la fois de proposer de la matière à réflexion, mais aussi de permettre aux participants de vraiment pouvoir poser leurs questions et échanger avec nos panélistes. Nous avons 1 heure et demie devant nous. Ce webinaire s'achèvera à 12h30 GMT. Je vais maintenant vous proposer un cadrage de ce webinaire pour vous indiquer que d'abord, Qualy Africa Perspective est une structure qui se propose d'explorer les contours d'un nouveau paradigme qui caractériserait les rapports entre l'Afrique d'une part et le reste du monde d'autre part. Pour cela, nous analysons les transformations au plan international, mais également au plan interne, que ce soit au niveau du continent, au niveau des régions qui le composent, ou bien même au niveau de certains pays. Qualy Africa Perspective part en quête de clés de lecture et de compréhension de ce que l'on appelle, de ce qu'il est convenu d'appeler ce nouveau paradigme qui est en gestation, qui n'est pas complètement advenu, c'est la raison pour laquelle nous abordons une approche prospective. Alors, nous avons opté pour le partage de cette quête de partager cette quête au travers d'une série de webinaires dont l'ambition est d'abord d'essayer de poser les bonnes questions, de bien poser les constats et les problématiques. Cela afin de s'assurer qu'après avoir posé les problématiques et les constats, s'assurer que les pistes qui seront envisagées ensuite, les pistes d'adaptation ou de solution, seront correctement pensées. Ce que nous souhaitons, c'est que l'action qui suivra ces analyses et ces réflexions soit pertinente et juste. Alors, la première étape de cette quête, puisqu'il s'agit aujourd'hui du premier webinaire de cette série, elle sera d'abord démographique et sociétale. Nous allons aujourd'hui aborder les sujets du changement social et de la jeunesse. Le thème de ce webinaire aujourd'hui, comme vous le savez, est jeunesse africaine et mutation sociétale. Alors, en quelques mots, on va essayer de cadrer un petit peu les concepts sans rentrer dans trop de détails, puisque chacun des intervenants dans sa partie aura la possibilité aussi de préciser certains de ces concepts abordés. Je m'arrêterai simplement au concept de jeunesse africaine et de mutation sociétale. Alors, les jeunesses africaines, d'abord, pourquoi au pluriel? Alors, pour 2 raisons essentielles. D'abord, parce qu'on ne peut pas globaliser une jeunesse hypothétique, une jeunesse qui serait une jeunesse africaine unique. Il y a bien évidemment trop de différences d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que la notion de jeunesse, en fait, recouvre des réalités parfois assez différentes en Afrique. Statistiquement, on a tendance au niveau mondial à considérer que la jeunesse, c'est la tranche d'âge des 15 à 24 ans. Socialement, on considère dans les pays africains que la catégorie des jeunes est plutôt celle des 15 à 35 ans. C'est en tout cas la définition que donne la Charte africaine de la jeunesse de l'Union africaine. On parle aussi souvent de la catégorie des 15-40 ans. Et puis, on peut aussi trouver dans certains contextes le fait que l'on considère que toute personne âgée de plus de 15 ans qui n'est pas mariée est un ou une jeune. Voilà, pour expliquer un petit peu la diversité de ce concept de jeunesse. Maintenant, les mutations sociétales, de quoi parle-t-on quand on parle de mutations sociétales? Alors, en quelques mots, on va dire qu'on va évoquer les changements, les transformations même qui s'opèrent dans les sociétés africaines
Nous préférons ici le terme de sociétal à celui de social, pour souligner que ces évolutions sont les évolutions que nous souhaitons aborder sont des évolutions globales des sociétés. C'est en tout cas ça qui nous intéresse, et que ces évolutions englobent de toute façon des changements éventuels qui touchent aux relations entre les individus qui font société, puisqu'on sait que relations sociales concernent davantage donc ces relations interindividuelles au sein d'une société. Alors ensuite, en termes de contexte, d'abord la démographie, puisque bien évidemment l'un des sujets importants aujourd'hui lorsqu'il concerne, lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est effectivement le cadrage démographique. Je vais là me référer aux projections qui ont été faites par l'ONU en 2019 et qui disaient que si aujourd'hui, en 2020, l'Afrique représente 17% de la population mondiale, en 2050, ce sera 26%. Donc, un humain sur 4 donc, sera africain en 2050. Là, je parle de l'Afrique en tant que continent global. Si on se focalise sur l'Afrique subsaharienne, eh bien, en 2050, l'Afrique subsaharienne représentera elle-même déjà 22% de la population mondiale. Donc, c'est dire le poids que l'Afrique représentera demain. Si on prend la jeunesse, dans cette population africaine et d'Afrique subsaharienne en particulier, en 2050, si l'on s'en tient donc à la catégorie, je dirais, générale des 15-24 ans, on a une jeunesse qui représenterait 20% de la population d'Afrique saharienne, donc un Africain subsaharien sur 5. Si l'on étend la catégorie aux 15-39 ans, on double la proportion, puisqu'on passe à 41%, ce qui ferait que 2 Africains subsahariens sur 5 seraient considérés comme jeunes. Et puis, si on élargit encore à la catégorie de tous les moins de 40 ans, donc les 0 à 39 ans, incluant les bébés, les enfants, les adolescents et tous les jeunes, là, on passe à 75% de la population d'Afrique subsaharienne, donc 3 personnes sur 5. Alors, ces jeunesses, en fait, elles apparaissent souvent aujourd'hui, je trace les choses à grands traits, comme faisant face à d'immenses difficultés et comme étant en révolte. On dit souvent qu'elles galèrent, entre guillemets, qu'elles migrent, clandestinement ou non. Elles s'opposent à leurs dirigeants politiques de manière de plus en plus, je dirais, audible. On y reviendra, bien évidemment. Ou bien aussi, à l'extrême, elles vont s'engager dans des mouvements violents. Bref, on évoque souvent une bombe à retardement au sujet de ces jeunesses, et je sais que certains de nos intervenants vont revenir sur le sujet, donc je ne m'appesantis pas, d'autant que je suis censé ne faire qu'une introduction. Je terminerai par les mutations sociétales. On va dire qu'elles sont en Afrique aujourd'hui à la fois rapides, pour certaines, tout ce qui concerne la communication, la diffusion de l'information, l'interaction entre le reste du monde, tout ça accélère avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça accélère, c'est un effet d'accélérateur sur les mutations sociétales, mais parfois elles semblent aussi trop lentes. On ne cesse de parler, même aujourd'hui encore, de ces fameuses pesanteurs culturelles qui font que certaines évolutions que l'on souhaiterait voir advenir peinent finalement à se manifester. Alors, comment penser le rapport des jeunes à ces mutations sociétales? En sont-ils les vecteurs? En sont-ils simplement des acteurs? En sont-ils des victimes? Comment les jeunes eux-mêmes perçoivent-ils ces changements et comment voient-ils leur rôle et quelles opportunités y voient-ils pour eux? Voilà ici un certain nombre de questionnements que nous avions en tête, donc à Qualy Africa Perspective, lorsque nous avons imaginé ce séminaire. Alors, les intervenants d'aujourd'hui que je vais présenter dans un instant vont aborder un certain nombre de ces questionnements, tenter d'en décrypter les enjeux, d'entrevoir les pistes pour penser utilement ces questionnements et finalement envisager des réponses pertinentes. Nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est de se poser les bonnes questions, de poser les bons problèmes et ensuite de bien penser les solutions et d'être dans l'action, puisque Qualy Africa Perspective a à la fois une ambition donc de penser ou de contribuer en tout cas à penser les choses et puis de contribuer aussi à agir pour apporter les solutions. Alors nous avons pour cela invité 4 panélistes
qui sont divers par leur point de vue et leur spécialité, mais aussi par leur nationalité, même si aujourd'hui nous resterons circonscrits à l'Afrique centrale et de l'Ouest. Alors nous aurons dans l'ordre d'intervention Adama Ousmanou, qui est historien, qui nous parlera du Cameroun, enfin qui est du Cameroun, mais qui nous parlera d'Allemagne, je crois. Abdelaziz Mossi, qui est lui anthropologue, qui nous parlera du Bénin. Lassina Diarra, qui est politologue, lui, et qui nous parlera de Côte d'Ivoire. Et enfin, Pascaline Compaoré, qui, elle, est juriste et qui nous parlera de Ouagadougou, donc au Burkina Faso. Donc, je leur souhaite à tous la bienvenue. Je les remercie aussi de leur participation aimable pour venir nous aider à éclairer ces sujets et pour discuter de ces sujets avec vous. Alors, les 4 intervenants vont nous faire cheminer sur un parcours qui partira donc d'une perspective historique avec Adama Ousmanou sur les mentalités des jeunesses africaines. Puis, nous aboutirons à une analyse des rapports entre jeunesse et certaines dérives sociétales que connaissent les sociétés. Ce sera donc présenté par Abdelaziz Mossi. Puis, Lassina Diarra examinera un petit peu la question des rapports entre jeunesse et gouvernance. Et enfin, Pascaline aura l'honneur de clôturer ses interventions pour aborder la question de la participation de la jeunesse à la construction de la paix. Voilà, donc j'ai effectivement, j'en ai fini avec cette introduction que j'espère n'a pas été trop longue. Je vais donc laisser la parole à Adama Ousmanou après l'avoir présenté. Puisque Adama Ousmanou donc, est docteur en histoire. Vous êtes actuellement, Adama, professeur d'histoire à l'université de Maroua au Cameroun, même si en ce moment vous êtes en mission d'études donc en Allemagne. Vous dirigez le centre d'études sur les changements environnementaux, sociaux et politiques au Sahel, qui est rattaché, je crois, à l'université de Maroua. Vous avez notamment travaillé sur les enjeux de la diversité culturelle, sur les relations interethniques et les changements dans les modèles islamiques, notamment dans la région du bassin du lac Tchad en particulier. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Adama Ousmanou, qui va nous parler des mentalités des jeunesses africaines, évolution et rupture. Adama Ousmanou, à vous la parole. Merci beaucoup, cher Philippe. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi, franchement, de contribuer à cette réflexion sur la jeunesse africaine. Je ne voudrais pas revenir sur les présentations faites déjà par M. Philippe. Je voudrais aller droit au but et pour le peu de temps qui m'est imparti. Alors, mon intervention porte sur les mentalités des jeunesses africaines, rupture ou continuité. La dimension plurielle du titre peut-elle transposer sur le terrain en une multiplicité, en une pluridimensionnalité de la jeunesse en Afrique ou de la mentalité en Afrique? Ça, non. C'est une prise de position d'entrée de jeu que je voudrais défendre. Alors, je voudrais présenter mon exposé en 5 parties, donc qui sont de la définition des concepts, de la mise en rapport entre la conceptualité de la mentalité et de la jeunesse, avant de voir quels sont les champs de rupture, quels sont les champs de continuité, et de faire un certain nombre de recommandations pour le débat qui peut prendre des dimensions aussi bien de sciences sociales que des sciences exactes. Alors, qu'est-ce que la mentalité? La mentalité, selon les écoles, l'école des annales en fait, est définie comme un sujet, un phénomène vague, un phénomène indéterminé. La mentalité appartient au domaine de la psychologie, mais pas pour autant qu'elle est canalisée qu'à la psychologie. On a l'anthropologie, on a l'ethnologie qui sont les domaines des sciences sociales qui font appel à la mentalité. La mentalité est aussi considérée en philosophie comme une notion abstraite. Notion abstraite, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lire la mentalité sans la manifestation de l'acte. Ce qui fait que la mentalité est liée à l'agissement. Il faut agir. C'est un ensemble de pensées, de sentiments, de prise de position, d'attitudes qui lient
qu'on peut lire à partir de l'extérieur et qui détermine donc un comportement, une disposition psychologique, une disposition comportementale. Là, on peut parler de mentalité. Quels sont les différents champs d'intervention de la mentalité? On peut dire tous les champs des sciences sociales, la politique, l'économie, la sociologie, l'anthropologie peuvent être des domaines de manifestation de la mentalité. La mentalité dans son rapport avec la jeunesse, quel lien? Mais avant, qu'est-ce que la jeunesse? Si nous considérons la jeunesse comme étant un statut sociologique, quand nous avons déjà considéré la mentalité comme une notion psychologique, la dimension sociologique de la jeunesse fait que c'est un statut dans un laps de temps qui a un dominateur commun qui est l'âge. L'âge de la non-responsabilité, puisqu'il ne peut pas aussi être comptabilisé comme étant non-responsabilité et non-maturité, ce qui sont deux choses antinomiques, mais c'est la période du recours à ce qu'on appelle la justice par rapport aux injustices sociales. C'est la période où les agissements de la jeunesse transmettent leur statut psychique, leur statut intellectuel, leur position. C'est ce que j'appelle l'acte qui permet de traduire la mentalité, une disposition de l'esprit. Dans ce cas-là, la mentalité n'est plus individuelle. Elle quitte le domaine de l'individu pour atteindre le collectif, parce qu'on parlait de jeunesse. Et jeunesse, dans son ensemble, il y a un groupe de personnes. Il y a la dimension masse. Et dans cette dimension-là, l'individu est en fait dérivé dans le groupe, qui est donc la jeunesse. Dans cette conception de la jeunesse, quels sont les rapports qu'il y a avec la mentalité? Dans la mise en relation entre jeunesse et mentalité, il y a d'abord la notion de prise de position par rapport à la situation sociopolitique du moment. Il y a de jeunesse, il y a de mentalité de jeunesse que la prise de position par rapport à son époque, par rapport à l'histoire du temps présent, par rapport à la situation gouvernementale, par rapport à la situation sociétale, il y a une nécessité de prise de position pour ou contre et les moyens de changement de ce qui fait l'objet de soulèvement de la jeunesse, pacifique ou non pacifique, par rapport à la situation du moment qui transpose son état d'esprit. Dans cet état d'esprit, il y a une dimension de prise de conscience de la réalité sociale contre laquelle la jeunesse s'érige. Dans ces conditions-là, sa mentalité est contre le système établi, contre l'ordre établi. Et dans ces conditions de mise en relation de la jeunesse, de la mentalité avec la jeunesse, il y a sur le champ africain beaucoup d'exemples qui peuvent permettre de lire cette mentalité de la jeunesse. Et là, j'embraye directement sur la rupture et la continuité parce qu'ils sont imbriqués dans la complexité de ce qui se passe en Afrique. Je prends l'exemple de l'immobilisme. L'immobilisme dans la période avant, à la veille des indépendances et la période post-indépendance, il y avait ce qu'on appelle l'immobilisme des puissances coloniales. Et dans ce cas-là, on peut lire la continuité de la pensée, la continuité de la réaction de la jeunesse africaine par rapport à la situation du moment, qui était la pérennisation du système de gouvernement des colons après leur départ. C'est dans cette logique qu'on a le comportement ou l'attitude de ce qu'on appelle la jeunesse de la RDA, le Rassemblement démocratique africain, à partir duquel est né ou bien sont sortis la majeure partie des dirigeants qui ont pris les rênes du pouvoir en Afrique après les indépendances octroyées. Le cas de Houphouët-Boigny, de Douala Mangabel au Cameroun, de Félix Dabo Sissoko, par exemple, le cas du Bénin, qui sont des exemples de la jeunesse africaine qui est dans la logique de perpétuer un état d'esprit, un état de fait politique dans le pays. On a aussi le cas au Cameroun de la JECAFRA, qui était aussi un mouvement francophile. Francophile, ça veut dire germanophobe, donc la perpétuation de la présence française au Cameroun après les indépendances contre le retour de l'Allemagne dans la possession du pays après les indépendances. Ça, c'est une disposition qui est dans la logique de l'esprit du pouvoir, qui est donc admis. Ça, c'est l'immobilisme, c'est une conscience des politiques qui est transmise à la jeunesse. Or, dans la logique de la rupture, il y a ce qu'on appelle le phénomène socio-scandaleux.
avec les événements de la jeunesse de Soweto, on a vu les enfants des écoles secondaires prendre leurs responsabilités en main pour refuser l'implantation de la langue afrikaner dans leur système éducatif. C'est des gens qui, à partir du mouvement qu'on appelait la conscience noire, ont pris leurs responsabilités par rapport aux événements du moment. La dimension scandaleuse de la jeunesse devient, avec les réseaux sociaux ou l'Internet aujourd'hui, une forme de mobilisation qui dépasse les canaux de contrôle ou de l'intelligence gouvernementale. On a commencé à parler de la jeunesse en tant que bombe à retardement. Dans ce cas-là, on a ce qu'on a vu au Sénégal avec le mouvement Y'en a marre, avec le palais citoyen au Burkina Faso. On a tout récemment le cas au Nigeria, le mouvement EndSARS, qui sont des mouvements de jeunes contre l'ordre établi, non forcément pour le renversement du pouvoir en place, mais contre un certain nombre d'injustices sociales. Et cette dimension de prise de position, de réaction ou de contre-réaction traduisent le changement de l'état d'esprit, donc de la mentalité de la jeunesse africaine, qui ne fait plus dans le suivisme, non plus dans le réactionnaire, mais dans le révolutionnaire. C'est en ce sens que la jeunesse fait peur. Et cette dimension qui fait peur, elle est due au fait que la jeunesse est dans la tranche d'âge des gens qui n'ont rien à perdre. Auquel cas, le jusqu'au boutisme de ces gens qui sentent qu'ils n'ont rien à perdre fait peur. Et non seulement ça, leur capacité de mobilisation. Avec la dimension transfrontalière aujourd'hui et la vitesse de la communication fait qu'il y a des émules, des situations d'émancipation ailleurs peuvent avoir des implications dans un pays donné. Et ça, c'est grâce au mouvement de la jeunesse, c'est grâce au changement de comportement de la jeunesse que tout cela est arrivé. En termes de perspectives, je voudrais ouvrir rapidement les perspectives. Alors, la continuité, si elle existe dans quelle mesure? Dans la mesure où tout changement sociopolitique qui n'intègre pas la prise en charge des jeunes et de leur statut, de leurs besoins dans leur demande à l'État entraînera une réaction. Ça, c'est une continuité dans l'histoire ancienne, dans l'histoire contemporaine. Pire encore aujourd'hui avec le mouvement des réseaux sociaux. La dimension peut-être perspective ou alors ouverture du débat dans mon analyse, c'est que peut-on ou doit-on faire confiance à la jeunesse ou alors craindre ses réactions secrètes? Dans la logique de la construction d'une conscience transafricaine, panafricaine, est-ce qu'on peut, dans la logique de la lecture de Lévi-Bourdieu, parler de la mentalité primitive de la jeunesse africaine? Un responsable politique avait dit que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ça veut dire qu'on est à la vitesse plus 5G et l'homme africain est resté dans le passé. Est-ce qu'on peut transposer comment on appelle ça, cet européocentrisme-là, ce canevas de force dans lequel on met la jeunesse, même si elle est contraire à ce qui se passe sur le terrain, dans cette lecture de l'ancien, c'est-à-dire le prédicat Afrique, la renvoie à ce qui est ancien, à ce qui est traditionnel, à ce qui est contraire à la modernité. Donc, ce genre de raisonnement est contraire à la réalité africaine et je voudrais poser ça comme étant, est-ce qu'on peut continuer, on peut transposer à la jeunesse africaine la dimension primitive ou alors il y a une modernisation, il y a modernisation et ce processus-là n'est pas inerte, n'est pas fixe, il est mobile, il est dynamique, il est évolutionnel. En dernier ressort, je voudrais parler du contexte révolutionnaire. Comment est-ce que les mouvements de prise de conscience à l'échelle continentale, si on admet que l'éducation, la formation sociopolitique reçue pour la jeunesse du Sud, de l'Est et de l'Ouest et celle du Nord ne sont pas identiques, comment en faire de cette jeunesse-là une force pour le développement comme le rassurent les institutions telles que la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. Je vous remercie. Donc, vous avez effectivement dressé un tableau de cette question des mentalités africaines qui ont à la fois une dimension psychologique et sociale. Vous avez dressé un large panorama, à la fois historique et géographique. Vous avez évoqué un certain nombre de continuités, mais aussi des ruptures, notamment le fait que cette jeunesse aujourd'hui soit plus qu'auparavant
d'une certaine manière jusqu'au boutiste, qu'il y ait aussi des éléments qui lui permettent d'avoir des capacités de mobilisation derrière elle qui sont plus importantes qu'auparavant. Et vous avez évoqué, vous aussi, bon, cette question de la bombe à retardement, et vous avez dit qu'effectivement, ces jeunesses avaient tendance à faire peur aujourd'hui en raison de ce qui est dit. Alors, je ne vais pas refaire votre intervention, bien évidemment, mais j'ai noté juste ce questionnement, effectivement, que vous avez posé en conclusion, qui revenait en fait à dire comment intégrer ces dynamiques fortes dont la jeunesse africaine était capable, était l'auteur, comment les intégrer dans la réflexion, notamment, sans doute, dans tout ce qui concerne la gouvernance et la prospective sur le continent. Donc, merci à nouveau, Monsieur Ousmanou. Donc, j'invite vraiment tous les participants, si cette intervention a suscité des questions, à envoyer ces questions sur le chat du webinaire afin qu'on puisse les traiter, encore une fois, à la fin de ces interventions. Merci, Docteur Ousmanou. Je vous invite maintenant à écouter la deuxième intervention, qui est celle donc de Abdelaziz Mossi, qui nous parlera donc de jeunesse africaine et dérives sociétales. Alors, Abdelaziz Mossi, vous êtes, vous, docteur en anthropologie sociale. Vous êtes actuellement expert national et chargé de projet dans le cadre du programme Société civile, participation communautaire et coproduction de la sécurité au Bénin et au Burkina Faso. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne. Vous avez notamment travaillé sur les questions de redevabilité, mais aussi de risque de radicalisation et d'extrémisme violent, mais aussi sur les questions de violence basée sur le genre. Voilà, après cette présentation très rapide, je vais sans plus tarder vous laisser la parole. Donc, Monsieur Abdelaziz Mossi, pour nous parler des jeunesses africaines et dérives sociétales. Merci, à vous la parole. Merci beaucoup, Philippe. J'ai donc l'honneur de vous présenter la thématique sur jeunesse africaine et dérives sociétales, que je voudrais présenter en 3 points. Le premier point va s'intéresser aux différentes contradictions dont font l'objet les jeunes africains. Ensuite, un deuxième point va porter sur l'architecture des dérives sociales que l'on observe au niveau de la jeunesse africaine. Et puis, la troisième partie, ça va être une conclusion et la problématisation. Alors, disons que les jeunesses africaines aujourd'hui sont à la croisée des chemins et font objet à la fois d'enjeux d'espoir, mais aussi de crainte du point de vue de leur effectif, de leur situation socio-économique, mais également de leur comportement. Du point de vue de leur effectif, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais toutes les données démographiques montrent que l'Afrique est le continent qui a le plus de grand nombre de jeunes, notamment les jeunes de moins de 35 ans représentent environ 60% de la population. Il est estimé par l'ONU qu'en 2020, près de 3 Africains sur 4 ont moins de 20 ans. Donc, c'est quand même une forte démographie qui constitue à la fois un défi pour le développement, mais aussi qui place les jeunes Africains au cœur de l'essentiel des politiques publiques, que ce soit de manière active ou de manière passive. Cela dit, la jeunesse ou les jeunesses africaines constituent à la fois l'espoir, mais aussi le souci de tous les dirigeants africains. Tantôt, ces jeunesses sont adulées, mais tantôt, elles sont craintes. Et c'est une jeunesse aussi qui est, disons, exposée à une situation socio-économique difficile, en ce sens que la jeunesse africaine est peu ou mal formée, mal informée, elle est incapable de contribuer avec tout le potentiel qui est le sien, de contribuer aux dynamiques de développement du continent afin de relever donc les nombreux défis auxquels ce continent est exposé. Les jeunesses africaines sont confrontées notamment à un chômage élevé, au sous-emploi, à la pauvreté, mais aussi à un accès insuffisant aux services sociaux de base, ainsi qu'aux différents conflits et aux désastres naturels qui amplifient la vulnérabilité donc, de ces jeunes-là. Donc, on peut dire que les jeunesses africaines sont confrontées à tous les défis qui sont
de leur temps et n'ont pas forcément les outils nécessaires pour y faire face. Du point de vue du comportement des jeunes africains, on observe que c'est une jeunesse qui est connectée au monde grâce aux dynamiques suscitées par la globalisation, mais aussi par les prouesses des technologies nouvelles. C'est donc une jeunesse qui est au carrefour de plusieurs mondes. C'est une jeunesse multiculturelle qui est exposée aux divers chocs de culture et de valeurs, mais c'est sur cela fait de ces jeunesses africaines des jeunesses hybrides qui ne sont ni orientées exclusivement vers les traditions et les valeurs africaines, ni exclusivement vers les traditions et les valeurs des sociétés non occidentales. Et donc, ces jeunesses ont des pratiques et des comportements, mais aussi des ambitions qui sont le résultat d'une forme d'hybridation. Ainsi, en fonction donc du statut des jeunes, on constate que les jeunes Africains développent des attitudes, des comportements ou nourrissent même parfois des ambitions qui sont susceptibles d'être jugées de dérives. Ici, nous entendons les dérives comme étant un ensemble donc, de dynamiques sociales anticonformistes qui sont développées par les jeunes acteurs en quête d'une identité et qui rejettent certaines normes qui sont considérées comme socialement admises et qui se construisent un nouvel, disons, un rôle social alternatif. Et il s'agit donc de ces formes de déviance qui sont souvent symboliques. Quand je parle de symbolique, c'est lié aux valeurs, à la vision du monde que développent ces jeunes, mais aussi parfois physique en termes de comportement, en termes de pratique et qui suscitent des tensions importantes dans leur environnement social, dans leur environnement familial, au travail ou dans les lieux d'apprentissage. Ces dérives alimentent naturellement des angoisses collectives et renforcent une stigmatisation des jeunesses africaines. Et cela donne lieu à une architecture de ces dérives sociétales qui se présentent sous trois dimensions. La première dimension, c'est ce que j'appelle les dérives qui portent sur la vision du monde de ces jeunes-là. Elles sont de type universel et tendent à remettre en cause les principes des droits humains. Il s'agit par exemple des comportements ou des attitudes qui tendent à aller aux antipodes des normes universelles. C'est le cas, par exemple, de la haine raciale qu'on observe parfois. C'est aussi le cas de la stigmatisation ou de l'extermination de certaines communautés particulières en raison de leur statut ou de leur mode de vie particulier, de leur religion. On peut aussi citer le cas des vendis populaires qui sont légion souvent en Afrique sur un groupe ou une communauté donnée, une race ou dans une perspective de déni de droit à la cohabitation. La pratique de l'extrémisme violent qu'on observe aujourd'hui de plus en plus dans les pays du Sahel aussi s'inscrit dans cette dimension-là. La deuxième dimension, c'est celle qui porte sur les valeurs. Alors ici, il faut comprendre ces dérives comme liées à la perception des normes sociales et qui fondent l'action de ces jeunes-là. C'est l'ensemble des dérives qui sont liées à la représentation des valeurs. Elles sont caractérisées le plus souvent par un bouleversement de ce qui est admis comme valeur socialement acceptée. C'est par exemple lorsque on observe le refus du mariage au profit d'un comportement de célibat. C'est aussi le cas lorsqu'on refuse de réussir par le travail et qu'on privilégie beaucoup plus des mécanismes de raccourci. C'est aussi le cas lorsque la sexualité devient plutôt abus de jouissance et d'épanouissement individuel plutôt que d'être inscrite dans un but procréatif. On peut aussi voir dans ce domaine la course effrénée des jeunes à la recherche ou à l'accumulation de l'argent qui sont décriés comme étant des dérives sociétales. On peut enfin, la troisième dimension, ce sont les dérives qui sont liées au comportement. Elles adressent notamment les attitudes et les pratiques des jeunes qui ne sont ni conformes aux valeurs sociales, ni conformes aux normes juridiques et qui dérivent donc du choc des cultures et s'inscrivent dans une dynamique de réponse aux exigences du contexte dans lequel vivent ces jeunes aujourd'hui.
Et là, on peut noter, par exemple, le cas de la consommation des stupéfiants, les pratiques de trafic d'organes, les migrations clandestines ou l'homosexualité ou la prostitution. Et de plus en plus, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, on parle de tontine sexuelle ou de l'utilisation des réseaux sociaux à des fins d'escroquerie. Alors, une telle architecture, de notre point de vue, dérive naturellement de la manifestation des mutations sociales auxquelles participent ces jeunes Africains. Et au rang de ces mutations figure naturellement le phénomène de la globalisation et l'apparition de l'Internet et l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui engendrent un certain nombre de comportements au niveau des jeunes. Ces mutations ont introduit les sociétés africaines dans un ensemble globalisé, connecté, avec une ambition d'uniformisation où circulent et se transmettent à la fois des visions du monde, des valeurs, des modes de vie, des pratiques et des attitudes diverses. Cette connexion aux sociétés africaines, au reste du monde, induit donc des transformations de la vision du monde des jeunes, mais aussi leurs valeurs de référence, leurs attitudes et pratiques. De notre point de vue, ces dynamiques participent donc, disons, à la transformation de la construction même de l'identité de ces jeunes et les expose à toutes sortes de dérives sociétales qui apparaissent comme un processus d'assimilation des nouvelles normes donc, qui apparaissent du fait de cette connexion entre les sociétés africaines et les sociétés et les autres sociétés, mais aussi des formes d'adaptation aux nouvelles réalités qui sont celles donc des jeunes Africains. En conclusion, nous dirons que les dérives sociétales qu'on observe aujourd'hui au niveau des jeunes africains sont multifactorielles. Elles émanent du moins des modes de vie actuels, des mécanismes de gouvernance, mais aussi des visions du monde de ces jeunes. Elles sont donc le résultat de l'interconnexion entre le local et le global dans une perspective d'enchevêtrement des logiques sociales et des valeurs et des visions du monde où le global tend à s'imposer au local sans parvenir à changer complètement les normes locales. Et elles sont aussi révélatrices d'un processus de changement social en profondeur dont il est important, de notre point de vue, de faire la socio-histoire pour sa construction, pour mieux saisir les mécanismes et les logiques qui la sous-tendent. Et donc, l'analyse de ces dérives sociétales ne peut se faire ni à partir des valeurs culturelles et traditions africaines, ni à partir des valeurs, les cultures et les traditions occidentales, mais plutôt dans une perspective pluraliste d'interdépendance et d'influence contextuelle mutuelle. En dernière analyse, nous estimons aussi que les comportements des jeunes étiquetés de dérives sociales apparaissent comme des processus de socialisation des jeunes, des dynamiques d'adaptation aux exigences de leur nouvel environnement, qui est marqué par des rapports asymétriques et qui engendre pour ces jeunes ou des contraintes ou des défis qui nécessitent de nouvelles compétences auxquelles les jeunes essaient donc de satisfaire. Et autrement dit, ces dérives sociétales sont des tentatives individuelles ou collectives des jeunes d'accommodation aux mutations sociales qui se traduisent par des innovations ou une forme de désorganisation aussi qu'on peut observer au sein de la société. Et les jeunes Africains sont partie prenante de ces mutations. Ils sont à la fois des acteurs, mais ils peuvent aussi paraître comme des victimes de ces dérives sociétales. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Abdelaziz Moussi. Merci pour cette présentation très claire, très riche, où on a effectivement en tête quelques points de repère, puisqu'on comprend qu'effectivement ces jeunesses qui sont parfois effectivement actrices de ces dérives sociétales, finalement, elles sont dans un processus d'adaptation à des défis auxquels elles sont confrontées. Vous avez effectivement parlé de tentatives individuelles ou collectives de s'accommoder finalement de ces transformations qui sont directement liées pour certaines d'entre elles donc aux relations entre l'Afrique, les pays africains et le reste du monde, puisque vous avez mentionné les phénomènes de globalisation et de connexion accrue entre ces différents mondes finalement.
Et vous avez effectivement évoqué que cette transformation de la vision du monde par les jeunes, de leurs valeurs de référence et de leurs attitudes et pratiques qui sont en fait en lien avec la construction peut-être d'une nouvelle identité. Donc tout ça sont des perspectives effectivement très, très intéressantes qui nous paraît de manière évidente nécessaire d'explorer pour pouvoir mieux comprendre, mieux anticiper et peut-être mieux s'adapter. Vous avez parlé aussi laissez-moi retrouver, de compétences, effectivement, de nouvelles compétences dont les jeunes devaient peut-être se doter pour affronter ces nouveaux défis. Et donc, il va falloir travailler sur ces nouvelles compétences, travailler sur la compréhension de ces besoins et des réponses. Je noterai aussi la typologie intéressante des dérives sociétales que vous avez proposées, avec des dérives qui concernent la vision du monde qu'ont les jeunes, et notamment leur rapport à des normes que vous avez qualifiées d'universelles, mais dont on pourrait questionner l'universalité. Je pense que c'est un point, c'est ce que font les jeunes, en tout cas, je pense qu'ils questionnent l'universalité de ces normes. La dérive concernant les valeurs, le bouleversement de ce qui est admis comme valeur socialement acceptée. Ça, c'est le deuxième type. Et puis le troisième type, qui sont les dérives plus comportementales, plus physiques, on va dire, qui sont liées aux valeurs sociales, mais aussi aux normes juridiques. Merci encore une fois, Aziz Mossi, pour cette présentation qui va nous amener en fait de manière très naturelle à la présentation de Monsieur Lassina Diarra. Alors, je crois que M. Diarra avait quelques soucis de connexion. J'espère qu'ils sont résolus. Et dans le prolongement donc, de cette intervention, de ces deux premières interventions, M. Lassina Diarra doit nous proposer une lecture des rapports entre la jeunesse, ou les jeunesses exactement, et la gouvernance. Comment ces jeunesses, quel rapport ils entretiennent avec la gouvernance et comment la gouvernance pourrait inclure ces jeunesses. Alors, pour présenter Lassina Diarra en quelques mots, je dirais, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il était politologue. Lassina, vous êtes chercheur au Centre stratégique de sécurité au Sahel-Sahara. Vous êtes expert notamment auprès de la Coordination nationale du renseignement de Côte d'Ivoire, mais aussi auprès du think tank de l'OCP, qui se dénomme désormais le Policy Center for the New South. Vous travaillez sur les questions d'environnement géopolitique, de relations internationales, mais également sur les questions de radicalisation islamiste en lien avec l'islam et d'extrémisme violent, puisque le sujet, effectivement, est parfois d'actualité et notamment en Côte d'Ivoire un petit peu plus qu'auparavant. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, je vous laisse faire votre présentation, Lassina, en espérant encore une fois que vous avez pu résoudre votre problème de connexion. Merci beaucoup, merci à tous. Moi, je suis heureux d'être là et puis participer à cette réflexion. Alors, ce que je vais dire, la réflexion ici, c'est, à mon sens, c'est la jeunesse africaine et gouvernance. Alors, ce qu'il faut noter d'entrée de jeu, c'est que l'Afrique, de façon générale, est confrontée à de nombreux enjeux géopolitiques. Alors, parmi lesquels, on peut citer les enjeux énergétiques, les enjeux politiques, les enjeux économiques. Donc, ces enjeux font qu'il est difficile aujourd'hui de percevoir ou de mettre la question de la jeunesse et de la gouvernance au cœur du débat. Donc, ce qui fait que cette question de la jeunesse africaine, la gouvernance, semble être un peu plus ou moins occultée. Alors, dans le cas de cette réflexion, je souhaiterais effectivement mobiliser pour cette thématique, mobiliser les acquis de la science politique, parce qu'en fait, la notion de gouvernance est abordée sous l'angle du développement, de la transition vers un ancrage néo-managérial, c'est-à-dire en sciences politiques, effectivement. Maintenant, ce cadre conceptuel permet de cerner dans un format scientifique la problématique du lien entre jeunesse et gouvernance. Cependant, ça c'est du moins du point de vue global. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que
dans ce cadre, dans ce présent webinaire, il est important de mettre l'accent effectivement sur le contexte africain, c'est-à-dire avec cette jeunesse dans la dynamique de gouvernance. Puisque ici, ce contexte africain, il est, à mon sens, un peu particulier, puisqu'il demeure encore flou entre des mutations, des grandes mutations graduelles et des pesanteurs sociales. Donc, ce qui fait plus ou moins sa particularité qu'il est important quand même de mener une réflexion dans ce sens-là. Donc, effectivement, dans cet imbroglio, soulève effectivement un certain nombre de questions, parmi lesquelles on peut citer, on peut déduire cela, quelle est la perception des sociétés africaines sur la gouvernance des jeunes. Et autre question, effectivement, c'est comment intégrer la question de la jeunesse dans la gouvernance en Afrique, en fait. Donc, pour analyser de façon cohérente, il est important pour moi de structurer cette réflexion en 3 parties. La première partie, c'est de montrer effectivement, Aziz Mossi a plus ou moins abordé cela, et la transition démographique est en question en fait en Afrique. Et donc, cette transition en question en Afrique est un élément essentiel. Et deuxième chose que je voulais aborder ici, c'est la perception de la société, si vous voulez, des sociétés africaines, et la question de la jeunesse, la gouvernance des jeunes en Afrique. Et autre chose qu'on pourrait voir, comment il faut intégrer, comment va se faire le mécanisme d'intégration inclusive de la jeunesse dans la gouvernance en Afrique. Alors, à ce qui concerne déjà la transition démographique en Afrique, c'est-à-dire qu'il faut noter déjà que, on le dit, hein, les statistiques démontrent clairement que l'Afrique est le continent le plus jeune. On a une population très, très jeune. Et donc, cette population jeune constitue à la fois une dynamique de développement pour l'Afrique. Effectivement, s'il est bien encadré et il est bien intégré dans la sphère décisionnelle, s'il est bien intégré dans le processus effectivement de développement, cette jeunesse peut produire un résultat aussi important et intéressant. Par contre, si cette jeunesse n'est pas intégrée dans ce processus de développement et encadrée, ça peut produire des effets contraires. Et c'est ce que, en fait, on a ces crises que Aziz, mon prédécesseur, a parlé des dérives sociales. Alors, ici, en termes de statistiques, effectivement, on a 42% de jeunes africains qui ont moins de 15 ans. Et surtout que cette transition, c'est en question en Afrique de façon générale, mais en particulier cette problématique de jeunes, cette démographie, en fait, pose un problème, se pose avec acuité en Afrique de l'Ouest, puisque cette transition, elle est encore d'actualité en Afrique. En Afrique de l'Ouest, je vous donne quelques statistiques déjà. Ça dit dans cette partie du continent, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, le segment de moins de 15 ans de 43% et de 46% contre 23% en Afrique du Nord et 30% en Afrique australe. D'accord. Alors, je disais que dans bon nombre d'États africains, la question de la gouvernance des jeunes, elle se pose un problème en fait, c'est-à-dire que la perception, comme je le disais, de la société. Alors, la société, de façon générale en Afrique, perçoit des jeunes comme des êtres immatures, c'est-à-dire le frappé de maturité et manque d'expérience. Et donc, cette perception des jeunes alimente aujourd'hui et nourrit effectivement des politiques doctrinales de la gérontocratie en Afrique. C'est-à-dire qu'on estime que les jeunes ne sont pas matures, les jeunes sont frappés les jeunes sont en manque, ne sont pas bien expérimentés. Donc, du coup, ça devient un élément extrêmement important pour à nourrir les politiques gérontocratiques en Afrique, en fait. Donc, autre chose qu'on pourrait mentionner, c'est vrai qu'on n'a pas, on estime que cette jeunesse n'est pas mature, mais cette jeunesse quand même a une place. Et cette place, elle est péjorative, malheureusement, dans ces sociétés-là. L'élément qu'on peut citer, c'est-à-dire que cette jeunesse est utilisée comme des armes de propagande dans des partis politiques. C'est-à-dire que la situation de ces jeunes, les jeunes sont utilisés comme des armes de la propagande. Et puis, autre chose qu'on pourrait mentionner, c'est la patrimonialisation du pouvoir d'État. Alors, la patrimonialisation du pouvoir a un socle, ou bien souvent des socles ethnicistes, des socles, je vais dire, régionalistes et des socles militantistes.
Et là, vous verrez, en dehors de cette patrimonialisation du pouvoir, vous avez effectivement ce néo-patrimonialisme du pouvoir, pour emprunter l'expression de Jean-François Médard, qui parle effectivement de cette personnalisation du pouvoir. Alors, dès l'instant où on est dans un jeu politique où le pouvoir d'État est personnalisé ou personnifié, du coup, il est quand même difficile, effectivement, pour cette jeunesse. Et autre chose on devrait mentionner, c'est l'analphabétisme de masse, en fait. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est frappée de cet analphabétisme. En fait, c'est un élément aussi important, à mon sens, parce que si une jeunesse veut effectivement occuper le devant de la scène et être inclus dans la gouvernance, il est quand même important qu'elle ait un minimum de formation. Alors, le minimum de formation que cette jeunesse doit avoir est une arme, est un outil important pour elle de peser sur les décisions, en fait. Malheureusement, c'est tout dans l'alphabétisme. Alors, ce qui me donne quand même m'entraîne dans une transition, en fait, pour aborder le troisième point de mon intervention, c'est les jeunesses dans la gouvernance, une exigence absolue. Alors, ce qui est important, c'est que cette jeunesse, bien qu'elle soit vue comme peut-être une composante totalité des constitutions et des législations africaines, accorde quand même le droit de vote et le droit de représentativité aux citoyens. Donc, cela peut être un cadre, ce cadre légal pourrait être constitué comme un élément, un levier important d'expression et d'affirmation des ambitions politiques des jeunes afin d'influer sur les dynamiques sociétales et des dynamiques traditionnelles politiques sur le continent. Alors, c'est un cadre quand même qu'il faut effectivement utiliser. Alors, autre chose qu'on pourrait évoquer, cela paraît important puisque le contexte actuel, il s'agit de défaire le nœud des pesanteurs sociales qui tendent à présenter les jeunes comme des êtres frappés d'immaturité, comme je venais de le dire. Alors, cette perception est également l'axe de développement des politiques sociales, le socle politico-doctrinal de la volonté de pérennisation du pouvoir et de gouvernance de la classe vieillissante. Alors, dès l'instant où la société a cette perception de la jeunesse, elle n'est pas mature. Du coup, de facto, il y a quand même cette volonté de pérenniser les politiques vieillissantes en Afrique. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que de toutes les façons, la transition de la gouvernance politique gérontocratique ne se fera pas de façon mécanique. C'est ce qu'il faut noter, c'est-à-dire que la classe vieillissante ne transmettra pas immédiatement ou bien de façon systématique le pouvoir à la jeunesse, en fait. Ça, c'est un constat, mais ce constat doit sonner l'éveil chez les jeunes pour dépasser l'état de crise, pour se proposer comme une alternative avec la formulation des projets politiques viables et fiables, capables de transformer en profondeur la société africaine. Cette responsabilité des jeunes empreints d'idées de gouvernance politique doit être pérenne et constante. C'est-à-dire qu'il faut être dans cette dimension constante, il faut avoir cet éveil permanent de manière à ce qu'on puisse influer sur l'aspect politique, pouvoir créer un cadre pour cette jeunesse-là et inclure cette jeunesse dans la dimension, dans la gouvernance en quelque sorte. Alors, je vais conclure parce qu'en fait, il y a eu quand même quelques problèmes de connexion. Certainement, il y a quelques minutes que j'ai dû perdre. Alors, mais ce qu'il faut noter, c'est que à l'heure où l'Afrique est dans la confluence, où l'Afrique est confrontée à de nombreux enjeux sécuritaires, politiques, économiques, tout cela, mais la question de la jeunesse se pose comme une variable géopolitique, en fait, sur le continent. Mais sur la gouvernance des jeunes demeure encore un défi en Afrique, mais le dynamisme en cours, c'est-à-dire qu'il y a quand même un dynamisme en cours en Afrique qui montre quand même une perspective aussi heureuse et d'inclusion. Mais pour y arriver, il faut quand même mettre en place, il faut quand même, cela trace effectivement les sillons d'une réflexion prospective sur les sociétés africaines. Et les réflexions prospectives sur les sociétés africaines, qu'est-ce que c'est? Tout simplement comment il faut résoudre cette équation, la perception
des sociétés africaines sur la gouvernance des jeunes et en même temps aussi la perception des jeunes sur les sociétés africaines. Donc, je crois que pour clairement pour mener clairement cette réflexion, il est quand même important qu'on oriente effectivement le débat sous ce angle-là pour pouvoir effectivement donner des moyens adéquats parce qu'en fait, c'est toute une question de perception. La perception des jeunes, la perception que la société a des jeunes et la perception que les jeunes ont de la société africaine. Merci Lassina d'avoir livré votre intervention dont on a quand même bien compris l'essentiel, rassurez-vous. Vous avez fait effectivement ce que vous avez pu dans les conditions imparties. On sait qu'elles sont soumises à quelques aléas, mais rassurez-vous, hein, tout a été très clair. Donc, intervention très intéressante qui est partie, effectivement, vous êtes reparti sur la question du poids de la démographie de la jeunesse qui rend, tant que la transition démographique n'est pas complète, notamment en Afrique de l'Ouest, qui rend la question majeure. Une des problématiques, c'est justement que cette jeunesse est considérée comme immature. Et donc, elle nourrit en quelque sorte une tendance existante à un pouvoir gérontocratique de la gouvernance africaine et finalement à, ce qui est peut-être plus inquiétant, à l'instrumentalisation des jeunes. Donc, c'est un point que vous avez souligné. Moi, j'ai retenu deux questionnements que vous posiez. C'est finalement à la fois comment intégrer la question de la jeunesse dans la gouvernance et son corollaire qui est comment on intègre la jeunesse elle-même finalement dans la gouvernance. Alors, sans plus tarder, parce que je vois qu'effectivement le temps passe, nous allons donner la parole à Madame Pascaline Compaoré, qui nous parle donc du Burkina, pour la dernière intervention qui, elle, va, je dirais, permettre de finir sur une note. On est parti effectivement des ruptures dans les mentalités, des problèmes de dérive, à la question de la gouvernance, comment les jeunes pourraient être davantage inclus dans la gouvernance pour finir justement sur une note encore plus, je dirais, optimiste et positive, qui est celle de la participation des jeunesses africaines à la construction ou à la consolidation de la paix. Donc, pour cette intervention, Madame Pascaline Compaoré, qui est juriste, vous êtes spécialiste de droit international public, vous êtes consultante à la Fondation pour la sécurité du citoyen au Burkina Faso, vous travaillez notamment sur les questions liées à l'insécurité urbaine, à la police de proximité, et de manière générale, vous travaillez sur la question de la gouvernance sécuritaire. Voilà, donc je vous laisse la parole tout de suite, Pascaline, pour donc évoquer la question de la participation de la jeunesse africaine à la construction de la paix. À vous la parole, Pascaline. D'accord. Donc, je vais échanger autour de la participation de la jeunesse africaine à la construction de la paix. Et en rappel, il faut dire que la thématique est d'actualité et de plus en plus, les institutions internationales, que ce soit même au niveau national, on reconnaît l'engagement et on légitimise le rôle des jeunes dans la construction de la paix. Et pour aborder cette thématique, je vais passer un peu sur le concept de paix et jeunesse, également sur la nécessité de la jeunesse africaine dans la construction de la paix, en faisant ressortir son rôle et les stratégies, bien évidemment en mettant en exergue les défis. Et enfin, je vais soulever la problématique de la jeunesse africaine et une bombe à retardement ou une opportunité à saisir. Donc, je vais, pour commencer, emprunter une pensée d'un auteur qui dit que chaque génération de jeunes doit, par une relative obscurité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et c'est à travers cette pensée, on suppose déjà, ou du moins on peut imaginer déjà que la jeunesse africaine a une mission à remplir. Mais quelle est cette mission? Et en rappel, par jeunesse, en termes larges, il faut comprendre par l'énergie, la détermination, l'innovation, la créativité. Et donc, ce qui fait croire que les jeunes peuvent contribuer à la construction de la paix
parce qu'ils sont engagés, ils sont déterminés. Et concernant la conception de la paix et son évolution, il faut noter que la paix était perçue comme une absence de guerre. Et ça, c'était une définition un peu stricte du concept. Et de plus en plus, il faut noter que l'absence de guerre ou de conflit ne signifie pas qu'il y a nécessairement la paix. Il faut introduire le concept de sécurité humaine qui renvoie à la notion de sécurité alimentaire, environnementale et sanitaire. Donc, ça prend en compte ainsi beaucoup d'éléments. Et dans cette conception large, la paix n'est-elle pas une utopie si on va élargir cette notion aux éléments suscités? Et sur ce point de savoir si la paix est une utopie, c'est un véritable débat de spécialistes et de philosophes, donc qui considèrent que la paix, tant au niveau individuel ou collectif, n'est jamais entièrement possible. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'arriver à une situation de paix totale comme la perception un peu stricte de la paix, mais c'est l'effort pour asseoir la paix, le partage de bonnes pratiques, la promotion des mécanismes endogènes et modernes de prévention et de promotion de la paix. Et c'est en cela que le rôle ou la mission de la jeunesse africaine est capitale en termes d'éducation par les pairs et de transformation des conflits, par exemple. Et il faut noter que la conception également de la paix a évolué. On peut noter qu'au début de la construction des États westphaliens, et la paix passait exclusivement par l'entente entre États. Et pendant la guerre froide, la paix passait par les négociations, les garanties, des mécanismes de surveillance. Mais de nos jours, au XXIe siècle, on peut dire que la paix semble dépendre du respect de la population. Et comme l'avait déjà mentionné un de mes prédécesseurs, les nouvelles technologies, l'engagement international croissant des citoyens font que de plus en plus, ils font entendre leur voix. Donc, c'est dès lors que la sécurité humaine est d'entrée en jeu et est perçue comme un meilleur instrument de préservation de la paix, on peut dire qu'elle a de beaux jours devant elle. Toutefois, on peut se poser également certaines questions. Les nouvelles insécurités humaines ne rendent-elles pas difficile les sorties de conflits? Un de mes prédécesseurs avait mentionné la migration et les violences, et que ce soit urbaine ou rurale. Donc, toute cette nouvelle insécurité humaine ne rend-il pas difficile les sorties de conflits et la paix positive, c'est-à-dire la reconstruction à long terme de la paix pour empêcher les États de retomber dans une situation de conflit. On peut également faire une corrélation entre paix, sécurité et développement. La sécurité est une situation tranquille qui résulte de l'absence de danger. Donc, les gens se mettent en relation la sécurité et le développement en disant, par exemple, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et quand il n'y a pas de développement, toute sécurité est précaire. Donc, ce qui nous amène à aborder également les défis de la construction de la paix dans un contexte de conflit intergénérationnel, dont un de mes prédécesseurs avait mentionné l'incompréhension entre les tranches d'âge. Mais ce qui est intéressant de retenir ici, c'est la nécessité de la jeunesse africaine dans la construction de la paix. Quel est son rôle, la stratégie et quels sont les défis auxquels les jeunes sont confrontés. Pour parler de cela, je vais partir de deux postulats. Premièrement, les jeunes sont des acteurs de changement. Donc, souvent perçus comme des fauteurs de troubles, de plus en plus, on reconnaît l'engagement des jeunes dans la construction dans l'engagement est essentiel pour créer des communautés sûres et inclusives. Et également, les institutions internationales reconnaissent des jeunes comme des partenaires essentiels du développement. Et au postulat de quelle contribution des jeunes à l'émergence de nouvelles sociétés? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Et en cela, il faut noter que les jeunes contribuent à faire évoluer les normes dépassées
dans la société. Également, ils peuvent remettre en question les stéréotypes négatifs au sein de leur société et les remplacer par des notions d'égalité et d'inclusion. Et sur ce point, il y a la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2015 et la Charte africaine sur la jeunesse de 2006 qui sont des repères dans ce domaine. Et quels sont les défis? Globalement, les défis sont les mêmes, c'est le manque de ressources, de capacités techniques limitées, les pesanteurs socioculturelles, le manque de coordination et la prise de conscience un peu limitée de certains jeunes. Et le manque d'espace limité pour les jeunes dans les espaces officiels. En termes de perspective de la jeunesse africaine, la jeunesse africaine est-elle une opportunité ou une bombe à retardement? Un de mes prédécesseurs avait parlé de crainte de la jeunesse. En cela, il faut également, il y a un certain nombre de questions qui ressortent quand on parle de la jeunesse africaine. Quelles sont les responsabilités face aux défis à venir? Comment construire l'avenir des jeunes? Comment pouvons-nous contribuer à transformer ces défis en promesses d'avenir, etc. Et sur ce point, il y a deux postulats. L'Afrique est un observatoire et un laboratoire. Le constat est que 3/4 de la population africaine est jeune, donc soit 2 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans. Cette projection peut faire peur, mais elle a pour intention de nous rendre conscients des potentialités extraordinaires du continent en termes de développement. Et il faut noter que la situation est exceptionnelle, donc il ne faut pas prétendre trouver des modèles à répliquer. Et également, l'Afrique constitue indéniablement, par sa démographie, un observatoire pour la coopération internationale et un laboratoire pour développer les stratégies dynamiques pour transformer le défi des jeunes en promesses d'avenir. Et le deuxième postulat, quelles sont les questions et les défis qui se posent? Le constat est que les jeunes sont confrontés à un certain nombre de risques, le manque d'emploi, la crise de valeur, le transport de compétences et les difficultés, ainsi de suite. Mais même si les jeunes démontrent leur détermination à être des acteurs de changement, ils continuent à être pris dans ce risque violent. Et pour conclure, il faut noter qu'en accordant une priorité accrue à la jeunesse dans la construction de la paix, il faut pouvoir donner les moyens d'identifier et de promouvoir les dynamiques de transformation. Et cette initiative de CAR Perspective et Africa Perspective, en intégrant cette dimension, contribue à générer des solutions aux défis de la jeunesse. Et pour terminer, quelques points à noter, il faut retenir quelques recommandations, la nécessité de la participation de la jeunesse dans les processus de recherche de paix, le vivre ensemble, le pouvoir de l'éducation dans l'engagement de la citoyenneté et de la nécessité d'une culture de paix. Voilà. Et nous empruntons un sage africain qui dit qu'on ne peut pas parfaire quelqu'un en son absence. Ainsi, pour dire qu'on ne peut pas construire la paix pour les jeunes sans les jeunes, il faut nécessairement les impliquer. Et je vous remercie. Merci à vous, Pascaline, pour cette intervention. Alors, je vois que le temps a passé très rapidement. Nous allons, il nous reste une dizaine de minutes pour traiter les questions, ce qui est effectivement très, très court. On a malheureusement beaucoup de questions, on ne pourra pas toutes les traiter. Ce que je vais demander aux intervenants, c'est d'essayer de répondre en un minimum de mots, de manière très concise, aux différentes réponses aux différentes questions qui leur sont posées. Je vais poser d'abord une première série de questions à chacun d'entre vous. Je laisserai la parole d'abord à Pascaline et puis on remontera dans le sens inverse de l'ordre des paroles que nous avons donné lors des interventions. Alors, sans plus tarder, il y a une question qui s'adresse, je pense, plus particulièrement à Pascaline, une question d'Iliassou, qui se demande si ce n'est pas finalement le conflit qui permet de susciter l'innovation. C'est-à-dire que, sans remettre en cause, bien entendu, le bien fondé de la paix, est-ce que finalement le conflit ne constitue pas un moment idéal pour susciter, permettre l'innovation?
Donc ça, c'est la question qui vous est adressée, Pascaline. À Lassina, il y a une question sur alors, excusez-moi, je crois que je l'ai vu apparaître. Voilà. Quel rôle de la jeunesse dans le renouvellement de la gouvernance et du leadership? C'est Baquet qui nous donne cette question. Quel rôle de la jeunesse dans le renouvellement de la gouvernance et du leadership pour sortir finalement de cette gérontocratie et de cette patrimonialisation du pouvoir? Est-ce qu'on peut envisager des pistes? On imagine que vous n'avez pas la réponse, mais éventuellement des pistes. Donc, je vous laisserai y répondre très brièvement aussi après que Pascaline ait répondu à sa question. Ensuite, Aziz, une question qui peut s'adresser à vous, bien que d'autres des intervenants pourraient bien évidemment y répondre aussi, c'est comment changer la perception de la jeunesse. Alors, c'est plutôt Lassina qui a parlé beaucoup de cette perception de la jeunesse, mais je pense que vous, en tant qu'anthropologue, vous pouvez aussi vous exprimer là-dessus. Lassina pourra compléter si on a le temps. Comment changer la perception de la jeunesse alors qu'il est difficile pour les jeunes d'accéder à des statuts ou à des positions de pouvoir? C'est-à-dire que du fait que les jeunes eux-mêmes n'aient pas accès à des positions d'où ils pourraient peut-être contribuer à la perception de la jeunesse, comment fait-on pour en sortir? Quelles pistes pourrions-nous envisager? Et puis, une question pour Adama Ousmanou. En tant qu'historien, bien que cette question s'adresse non pas au passé, mais plutôt au futur, on va vous laisser en tout cas tenter d'y répondre et d'autres de vos collègues pourront éventuellement y participer. C'est comment faire de la jeunesse un véritable vecteur de développement, mais aussi un vecteur de construction, un acteur de la construction d'un futur souhaitable et partagé. Si on considère effectivement qu'une société peut se projeter dans un futur qu'elle souhaite et qu'elle partage à tous ses niveaux et dans toutes ses générations, comment peut-on faire de la jeunesse un véritable vecteur de ce développement? On vous écoute, on vous entend. En fait, voilà, pour la première question, bon, en fait, c'est toujours le même souci de la connexion, c'est s'entrecoupé. Je n'ai pas bien reçu la question, mais je crois qu'on demandait à savoir quel est le rôle de la jeunesse dans le renouvellement de leadership dans la gouvernance. Je crois que c'était bien cela, parce qu'en fait, je n'ai pas, ça s'entrecoupait, je n'ai pas bien… En fait, c'était quel rôle de la jeunesse dans le renouvellement de la gouvernance et du leadership? En quelque sorte, quel rôle peut jouer la jeunesse pour sortir de ce schéma un petit peu de gérontocratie que vous évoquiez tout à l'heure? D'accord. Dans un premier temps, ce qu'il faut noter, c'est que le dynamisme démographique que l'Afrique connaît constitue un outil déjà un outil important pour la jeunesse. Ça veut dire que la jeunesse peut se servir de cela parce qu'en fait, avec ce dynamisme démographique, rien ne peut se décider aujourd'hui sans les jeunes. Donc, les jeunes peuvent prendre ce dynamisme-là déjà, capitaliser ce dynamisme. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut refuser il faudrait que la jeunesse refuse d'être toujours manipulée. C'est-à-dire que cette manipulation, la jeunesse doit déjà refuser. Et la jeunesse doit effectivement se considérer comme un outil important dans la transformation en profondeur des politiques publiques, en fait. Donc, pour cela, elle a besoin de se faire former et de comprendre, effectivement, de cerner les grands enjeux, que ce soit du continent africain ou du monde. Parce que lorsque la jeunesse accepte toujours d'être des bétails, comme on appelle bétail électoral, des hommes, des politiques, ce sera difficile pour cette jeunesse de s'affirmer. D'autant plus qu'il est dédié déjà un cadre légal et institutionnel qu'il peut se servir, c'est-à-dire que ces jeunes peuvent se servir de ces cadres légal et institutionnels pour pouvoir influer encore une fois sur les décisions, c'est-à-dire que sur les pesanteurs sociales et sur les dimensions politiques déjà encadrées par cette gérontocratie. Donc, il appartient à la jeunesse d'être encore plus responsable, de comprendre le rôle qu'elle a. Effectivement, donc ça passe par la formation, ça passe par l'éducation, ça passe effectivement par cette responsabilité de la jeunesse. Il y en a sur le continent, je termine rapidement, sur le continent, il y a certaines organisations de jeunesse
qui ont réussi effectivement à influer des décisions politiques. Je parle de balai citoyen, je parle effectivement, il y en a marre au Sénégal. Et donc, ça a quand même renforcé effectivement cette perception de la jeunesse et ce dynamisme politique dans ces États. D'accord. Merci Lassina. Donc, si j'ai bien compris, effectivement, il faut, pour que la jeunesse puisse être ce vecteur, il faut quand même lui donner les moyens, lui en donner les moyens et lui faire de la place. Merci Lassina pour cette réponse rapide. Si Pascaline est de retour, je voudrais qu'elle puisse dès maintenant répondre à cette question qui peut être une forme peut-être de provocation, mais qui est une question sérieuse en même temps. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez entendu tout à l'heure, Pascaline, mais je la répète. Est-ce qu'on pourrait considérer que le conflit pourrait être vu comme un moment aussi privilégié pour susciter l'innovation, étant entendu que peut-être que situation de paix pourrait justement brider en quelque sorte l'innovation, alors que le conflit obligerait à innover, notamment en termes politiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, Pascaline? Vous avez 2 minutes pour y répondre, s'il vous plaît. Donc, par rapport à cette question, évidemment, bon, il faut retenir que le conflit, déjà, c'est une situation caractérisée par des cas de destruction, des cas de violence. Donc, après un conflit, il faut reconstruire. C'est pour cela qu'il y a des programmes de stabilisation, des programmes de transformation, que ce soit des secteurs de sécurité, que ce soit la société d'une manière globale. Et en fait, il faut mettre en place des garanties de non-répétition et pour aboutir à des solutions durables. Et dans cette situation, il faut susciter ou du moins promouvoir la créativité, l'innovation. Donc, dans ce sens, on peut dire que le conflit, malheureusement, peut permettre, ou heureusement, peut faire la promotion de l'innovation, de la créativité. Et c'est en ça également qu'il faut reconnaître et légitimiser l'engagement des jeunes dans la construction de la paix. Très bien. Merci Pascaline pour cette réponse. Je sais bien, on vous demande un peu l'impossible de répondre très rapidement en 2 minutes à des questions qui demanderaient certainement des développements un peu plus importants, mais on voudrait ne pas trop tarder et on aura peut-être l'occasion d'approfondir certains aspects lors d'un autre webinaire, pourquoi pas. Alors, Abdelaziz, je répète aussi la question qui vous était adressée, donc merci Pascaline pour cette réponse. Je passe à la question que j'ai orientée en tout cas vers Abdelaziz parce qu'elle n'était pas forcément adressée à lui en particulier. Comment changer la perception de la jeunesse, la perception qu'on a de la jeunesse, alors qu'il est difficile pour les jeunes d'accéder à des statuts ou à des positions de pouvoir qui leur permettraient d'agir sur cette perception. Étant privés en quelque sorte de ces positions, comment peuvent-ils agir ou comment peut-on envisager ce changement de perception d'une jeunesse donc, qui est vue comme immature, pleine de dangers, qui fait peur, etc. Abdelaziz, je vous laisse la parole pour répondre à cette question. Ok, si possible, merci beaucoup. Très merci. Rapidement, trois éléments de réponse. D'abord, le premier élément, de mon point de vue, il faut, disons, avoir une attitude compréhensive vis-à-vis des jeunes, et notamment en ne les stigmatisant pas. Je pense que les jeunes sont les produits de leur société. Ils sont le produit d'une société qui est très mouvante, qui est exposée à des dynamiques sociales importantes. Donc, il faut d'abord comprendre quelle est la situation de ces jeunes et envisager donc une attitude compréhensive vis-à-vis de ces jeunes. Deuxième élément, c'est que de mon point de vue, il est aussi important que les jeunes aient accès aux espaces de prise de décision pour faire la preuve de leurs capacités, pour faire la preuve de leurs compétences, de pouvoir changer, disons, les donnes en faveur donc de cette jeunesse-là. Le troisième élément de réponse, je pense que nous avons besoin en Afrique d'une gouvernance par l'exemple. Je pense que si les dirigeants actuels donnent la preuve aux jeunes de leurs compétences, donnent la preuve de la préoccupation que constituent les jeunes dans les politiques publiques, cela pourrait naturellement engendrer un changement de mentalité vis-à-vis donc de ces jeunes-là.
Merci pour cette réponse extrêmement rapide, Abdelaziz, qui ouvre effectivement des pistes de travail. Je vais maintenant laisser la parole à Adama Ousmanou pour répondre en tant qu'historien, à cette question orientée vers le futur. C'est un défi qui vous est lancé en même temps, Adama Ousmanou, mais j'imagine que vous avez aussi réfléchi à ça. Et je répète cette question, comment faire de la jeunesse un véritable vecteur à la fois de développement, mais aussi de construction d'un futur souhaitable et partagé. Comment peut-on envisager que cette jeunesse devienne ce vecteur qui structurera en quelque sorte et construira ce futur qu'elle-même veut et dont elle sera l'acteur principal? Merci beaucoup pour la question, cher Philippe. En fait, il n'y a pas plusieurs chemins pour répondre, c'est l'éducation. L'éducation et la formation. On a tôt fait de taxer les mouvements, peut-être des groupes armés, des groupes terroristes, en faisant de recrutement sur la base des populations non alphabétisées, non scolarisées. Ceux qui ne vont pas à l'école deviennent donc oisifs et sont disponibles à emprunter tout type de chemin. Ça, c'est un peu de façon ramassée la justification qu'on donne. Or, ce n'est pas vrai. Surtout avec la question du terrorisme dans le bassin de lac Tchad, les premiers leaders des groupes terroristes étaient des gens qui ont fait l'université, qui ont plusieurs capacités linguistiques dans différents types de langues étrangères et de langues locales. Donc ça, ce sont des capacités que l'État, dans sa prise en charge de l'éducation, doit valoriser dans la formation. Et la formation en elle-même ne suffit pas, vu que le type de regroupements qui font peur, qui constituent la menace à la sécurité, à la stabilité dont un pays ou un gouvernement a besoin pour développer des infrastructures, la santé, l'éducation, c'est la jeunesse. Cette formation-là manque parce qu'on n'a pas introduit un certain nombre d'investissements ou parce qu'une fois formé, on n'a pas donné l'accès à l'emploi parce que les politiques liées à l'emploi ne sont pas perméables pour la jeunesse. Donc, tout ce qui reste à la jeunesse, soit de se révolter, soit l'issue de la migration. Dans les deux cas, elle est perdante. D'où, dans la logique de la mentalité, le sursaut d'orgueil pour l'émancipation. Or, s'il faut penser un développement durable pour l'Afrique, pour demain, il faut non seulement la formation, il faut qu'elle soit diversifiée, mais il faut que cette formation-là soit professionnalisante et que la possibilité d'avoir accès à l'emploi permette justement de mettre en pratique les connaissances théoriques apprises par l'école, par l'éducation. Même le civisme, ne serait-ce que le civisme, c'est par l'éducation qu'on l'acquiert, font partie des objets du développement et dont la formation peut permettre d'ouvrir les portes pour d'abord stabiliser, parce que ceux qui ont une formation et qui réclament vont s'ajouter à ceux qui n'ont pas une formation et qui réclament l'accès à l'État ou les retombées de partage, ce qu'on appelle le gâteau national. Et c'est ce qui constitue le rouleau d'étanglement de l'instabilité qui est donc comment on appelle ça? Un virus, une menace pour toute forme de développement en Afrique. Merci beaucoup. Merci, merci Adama pour cette réponse rapide. J'ai vu que cette réponse avait déjà suscité de nouvelles questions qui interrogeaient, mais comment l'éducation à elle seule pourrait-elle une réponse si la gouvernance n'évolue pas? Donc on voit que finalement tous ces sujets sont liés, bien évidemment. Alors, bon, on voit qu'effectivement, les réponses aux questions amènent de nouvelles questions. Donc là, on sent qu'on est dans une dynamique vertueuse pour un échange très riche. Malheureusement, nous avons déjà dépassé l'heure de fin de ce séminaire. En tout cas, ce que je pourrais dire en première forme de conclusion, c'est que cette thématique, effectivement, éveille, suscite l'intérêt. On voit bien que les réponses, on ne les a pas, elles sont pas sur la table. Elles sont à penser. Vous nous avez effectivement apporté des pistes, des éléments de réponse qu'il va falloir sans doute agencer entre eux. Tout ça, ça demande de la réflexion, ça demande une réflexion supplémentaire. Ce que je voudrais dire, peut-être encore une fois en forme de conclusion, c'est que ce que j'ai retenu, en tout cas de ma part, j'ai bien conscience que ça pourrait. Chacun a pu retenir d'autres éléments, d'autres idées forces de vos interventions. Mais ce que j'aurais envie de retenir et de vous proposer en forme de conclusion, c'est d'abord qu'on a besoin peut-être d'évaluer, de mesurer,
de définir, d'identifier finalement certains risques qu'encourent véritablement les sociétés africaines liés à cette jeunesse que vous avez plus ou moins tous qualifié de bombe à retardement. Alors, sans vouloir être dans une vision pessimiste, hein, mais dans une vision réaliste, on voit qu'à la fois cette jeunesse fait peur, elle n'est pas dans des positions où elle peut agir sur la perception dont elles sont l'objet. Et en même temps, cette jeunesse, en attendant la transition démographique qui reste à venir, on sait qu'elle va venir au cours du siècle, elle est déjà engagée, on va dire, mais jusqu'en 2050, en tout cas, la part de la jeunesse dans la population va continuer à croître, et il est vraisemblable que cette jeunesse ne se laissera pas toujours instrumentaliser. Et donc, il faut effectivement envisager les moyens de l'inclure dans cette gouvernance. Vous l'avez tous, à votre manière, évoqué. Maintenant, la question reste effectivement de comment on pourrait mieux comprendre les conditions et les capacités aussi dont ont besoin les jeunes pour pouvoir être davantage en position d'occuper ce rôle qui pourrait être le leur. Alors, vous avez évoqué, bien sûr, l'éducation, la formation, mais il y a sans doute un certain nombre il y a leur capacité des jeunes à étudier, mais aussi les conditions dans lesquelles pourrait advenir une participation de leur participation donc à la gouvernance et à la construction de ce futur. Et puis, j'aurais envie de dire qu'il y a un troisième élément qui est important, qui a été mise en exergue, je crois, par Aziz Mossi, c'est la question de la vision du futur, la vision de la société, la vision des normes considérées comme étant universelles, la vision du rapport au reste du monde, porteur d'une diversité. Il y a une diversité, bien évidemment, on va dire culturelle, ethnique, bien évidemment, politique, mais aussi une diversité religieuse. Tout ça, ce sont des visions dont les jeunes sont porteurs, on le perçoit bien, c'est ce qui les motive sans doute à se révolter, à exprimer leurs différences, à vouloir participer à la gouvernance. Mais finalement, on a l'impression que cette vision, ce que pensent les jeunes, comment ils se projettent dans l'avenir, comment ils voient tout cela, on le sait assez peu, sinon au travers de ce qu'ils expriment sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais j'ai l'impression qu'on manque d'informations, je dirais, un peu scientifiques sur cela, informations sur lesquelles on pourrait se baser pour pouvoir penser, se projeter sur donc les deux premières questions que j'évoquais, c'est-à-dire les risques que les sociétés peuvent encourir, mais aussi les besoins que cette situation, les besoins en création de conditions et de capacités que ces situations suscitent. Voilà, donc pour ne pas être plus long et ne pas entamer davantage le temps que chacun avait conçu pour assister à ce webinaire, je voudrais d'abord remercier bien évidemment nos 4 intervenants pour leur présence aujourd'hui et le temps qu'ils ont consacré aussi à préparer ce webinaire. Donc, je les en remercie vivement. Je remercie également les participants qui ont bien voulu donc assister, écouter et poser leurs questions, donner de leur temps pour participer à cet échange. Ce webinaire, bien évidemment, a été enregistré, comme chacun a pu le constater sans doute sur son écran, et il sera mis en ligne bientôt sur les différents canaux qu'utilise Kwale Africa Perspective pour communiquer, c'est-à-dire son site internet, mais aussi les réseaux sociaux tels que les pages Facebook, les pages LinkedIn ou bien encore YouTube. Voilà, donc je voudrais remercier donc encore une fois tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, quel que soit leur rôle. Merci aussi à l'équipe technique qui a facilité ce webinaire qui a, je pense, j'espère en tout cas, été fluide, compréhensible, audible, visible pour chacun de nous. Donc voilà, un dernier mot de remerciement à tous pour votre participation et votre attention. Et sans pouvoir vous donner de date précise pour l'instant, on vous donne rendez-vous au prochain webinaire pour lequel vous recevrez bien évidemment une information par les différents canaux qui sont prévus à cet effet. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous et encore une fois, merci.